pour finir cette première journée de conf, nous allons faire notre traditionnelle session de Lightning Talk. Donc, pour rappel, ce sont des petites conférences de 5 minutes qui s'enchaînent très rapidement. Ce soir, nous en avons 6. Donc, pour pas de perdre de temps, je vais tout de suite passer la parole à notre premier intervenant, Richard. Bonsoir. Oula, c'est un peu fort. Sans transition par rapport à la conf d'avant, merci Marie-Cécile et Thomas. On va mesurer l'impact environnemental d'un site web, donc on va parler d'environnement et numérique. Rapport du GIEC, on en a parlé tout à l'heure, il faut rester sous les 1,5 degré. Quelle est la part du numérique dans tout ça? C'est aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et les prévisions ne sont pas bonnes. Là, ce sont les prévisions du Shift Project. On a à peu près plus 9% par an. Ça fait en double en 5 ans. Là. Alors, je vais vous faire jouer. L'Anthropocène, ça peut être marrant, n'est-ce pas? Je vais vous demander de lever le doigt. Selon vous, l'impact environnemental est le plus important à la fabrication des équipements électroniques et ordinateurs, etc. Levez la main. Ou est-ce que c'est à l'usage? Levez la main. Ok. Donc il y a parité. En fait, c'est très majoritairement à la fabrication si on prend différents critères d'impact environnementaux. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, dans les smartphones, les ordinateurs, c'est beaucoup de minerais. Les minerais, pour les extraire, ça pollue, etc. Et c'est un impact aussi social, sociétal qui est énorme. Notamment selon l'UNICEF, pour extraire le cobalt qui sont dans le téléphone, etc. Il y a 40 000 enfants qui travaillent dans les mines en République démocratique du Congo. Dans beaucoup, des centaines meurent ensevelis chaque année, mais on n'en parle pas. Et en Chine, c'est guère plus glorieux dans les usines de fabrication, notamment chez Qualcomm. Ici, on installe des filets anti-suicide. C'est joyeux aujourd'hui. Je vais vous faire jouer parce que l'Anthropocène, encore une fois, c'est ludique. L'impact environnemental est le plus important selon vous côté data center ou côté terminaux? Donc c'est bien côté terminaux. Si vous prenez tous les impacts, tous les critères d'impact environnementaux, donc énergie, gaz à effet de serre, eau, ressources, électricité, c'est un peu grisé. L'électricité n'est pas un indicateur qui est viable. Donc il faut savoir aussi pourquoi c'est terminaux, parce qu'en fait, il y a 430 fois plus de terminaux que de serveurs. Alors, je vais vous faire jouer. Pour réduire l'impact environnemental du numérique, selon vous, il faut regarder moins Netflix, optimiser mon code pour consommer moins d'électricité. Si vous avez suivi jusque-là, vous levez la main. Ou acheter moins de nouvelles machines, PC, smartphone. Ok, grosse majorité. Donc binge-watcher sur Netflix, finalement, c'est peu impactant, mais modérément. Qu'est-ce que deviennent nos déchets électroniques? Pourquoi il faut allonger la vie, ne pas faire d'acheter de nouvelles machines? Parce qu'il y a aussi un impact à la fin de leur vie. La majorité de nos déchets partent notamment au Ghana. En fait, c'est 3/4 des déchets partent dans des trafics illégaux et ça génère des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le numérique est une ressource non renouvelable et en voie d'épuisement. Il faut savoir notamment qu'il y a des composants de nos téléphones, etc., qui sont épuisés dans 5 à 50 ans. Donc prenez l'indicateur 5 ans, c'est bientôt. Donc 2 choses à emporter chez vous. Oui, on fait de la vente à emporter ici. Pour réduire l'impact environnemental du numérique, allonger la durée de vie des équipements, faire aussi acheter du reconditionné. Et pour nous, développeurs, c'est réduire la quantité de ressources informatiques nécessaires au fonctionnement d'un service numérique. Et pourquoi ça? Parce que le web aujourd'hui, c'est plus que le jeu Doom. Une page web est plus lourde que le jeu Doom sorti en 93. C'est n'importe quoi.
c'est ce qu'on appelle l'obésiciel, donc obèse logiciel. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ça contribue à l'obsolescence des terminaux. Les gens ne changent de téléphone pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce qu'il rame. Je vais prendre l'exemple d'un site que vous ne connaissez pas, c'est Airbnb. La page d'accueil, elle fait 3 mégas et fait 400 requêtes réseau. Chez Airbnb, ils sont 900 développeurs. Si je passe à l'Eco-Index, c'est donc un outil qui permet de mesurer l'impact environnemental d'une page web à la grosse louche en prenant la taille du DOM, le nombre de requêtes réseau et le poids des téléchargements. Airbnb est noté D sur une échelle de A à G. Un autre outil qui s'appelle Ecometer, qui est soutenu par l'ADEME, donc c'est français, permet d'avoir une note et des recommandations. Donc je vous invite à aller tester, c'est pas mal. Et puis Carbonalizer, que je ne présente plus, juste pour dire, donc je l'ai développé avec le Shift Project, qui est un think tank qui parle de décarbonisation de l'économie. Et ce qui est intéressant avec cette extension, pas parce que je l'ai développé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des équivalences en nombre de smartphones chargés et l'équivalence en kilomètres voiture. Et du coup, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'ai fait 10 km en voiture juste en une journée de travail. Voilà, pour un futur souhaitable, posons-nous des questions, je vais y arriver, sur à quoi sert la technologie. Donc mettons la technologie pour l'intérêt général et pour un futur souhaitable. J'ai presque terminé, Muriel, merci. Et voilà, pour terminer, du coup, je suis Richard, je suis dans une coopérative qui s'appelle Fairness. On est membre du collectif Conception numérique responsable. Donc si le sujet vous intéresse, regardez ça. Et puis on anime 2 podcasts, Éco-Técologie. Merci à tous. Bonjour. Du coup, moi je vais vous parler très rapidement comment on fait un client API en moins de 5 minutes. Bon, moi c'est Baptiste, je travaille chez Holycode, on va aller vite. Hop. Je vais vous parler de Jane. Jane, c'est une petite librairie que je maintiens qui en gros va vous permettre de générer du code. Bon, je sais, les gens ils aiment pas trop ça, ils aiment pas qu'on génère leur code, ils aiment bien faire leur code, mais des fois c'est pratique. Jane, il va comprendre deux langues. Une de ces langues, ça va être JSON Schema. JSON Schema, ça va vous permettre de décrire un document JSON, son contenu et les valeurs possibles qu'il peut contenir. Il va aussi il peut aussi comprendre OpenAPI. OpenAPI, ça s'appelait Swagger auparavant. Ça va permettre de décrire le contenu d'une API, donc ses endpoints, les documents, les exceptions, toute la vie de votre API va être contenue dans ce document. Et à partir de ça, ça va faire plein de trucs. Je vais vous expliquer vite fait. Là, c'est pour le cas à partir d'un schéma OpenAPI. On va le passer dans Jane, et lui, il va générer 4 types de fichiers. Il va générer un client, le point commun qui va vous permettre d'ensuite aller vers votre API, les endpoints, donc chacun des endpoints aura une classe qui va faire la requête, le normalizer et le modèle. Ça va nous permettre d'éviter d'avoir des arrêts en réponse de votre API et d'avoir un joli objet qui est propre et qui est plus sympa à manipuler qu'un arrêt. Il y a une chose par contre qui ne va pas donner, c'est le client HTTP. Nous, on va utiliser HTTP-Plug ou PSR18 pour abstraire ça. Et c'est lui en fait qui va faire vraiment la requête. Nous, on va juste se plug sur ce client pour ensuite récupérer le contenu. Pour l'exemple actuel, on va se baser sur une petite API qui s'appelle CatFact, qui est entièrement open source ou que vous pourrez retrouver sur GitHub. Cette API, malheureusement, elle n'a pas de schéma de description. Du coup, j'en ai fait un schéma que vous pouvez voir ici. Le plus souvent, sur des grosses API, vous allez avoir des schémas qui sont déjà faits, donc qui sont plus ou moins bien faits, comme par exemple sur Slack ou sur Stripe. Après, Jane, il faut lui expliquer où est le schéma, parce que bon, il ne va pas le trouver tout seul.
dans quel namespace on va générer les classes pour avoir un autoload, et dans quel dossier on va mettre toutes ces classes. Ça va aller assez vite. Et à partir de là, on fait une génération. Il va donc générer un client, l'endpoint, le ou les endpoints dont on a besoin, les modèles en fonction de ce que vont renvoyer ces endpoints, et les normalizers qui vont faire le parallèle entre les arrêts et les objets. Et à l'utilisation, ça va tout seul. On appelle le client, on appelle endpoint, et on a un magnifique retour de notre API. Par exemple, là, on peut apprendre que Nikola Tesla a été inspiré par son chat pour découvrir les secrets de l'électricité. Et après, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Parce que faire un petit client dans votre coin, c'est sympa, mais si vous en avez eu besoin, c'est qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Donc rendez-le open source, et c'est ce qu'on fait par exemple chez Joycode avec le client Slack, qui est aujourd'hui disponible pour tout le monde. Et voilà, la démo est disponible sur le repo suivant. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter ce soir comment résoudre un problème de segfault quand PHP crash. Dans un premier temps, je me présente, je m'appelle Maxime Weber. Je fais des trucs autour de PHP un petit peu open source, vous pouvez les voir sur GitHub. Je travaille chez Big et je m'occupe d'organiser des événements pour l'AFSI. Je vous préviens, ce talk va aller un petit peu vite, j'ai 5 minutes et 17 slides à passer. Et c'est un peu un sujet compliqué. Essayez de suivre, ça peut valoir le coup, ça peut vous sauver la vie. Donc un exemple de segfault. Ici, j'ai fait une petite démo un petit peu complexe. Donc il y a plusieurs fichiers qui sont required, tout simplement parce que dans la vraie vie, on a plusieurs fichiers required. Je fais un clone, ça crash, segfault. On a un petit problème. On a besoin d'utiliser GDB pour résoudre ce souci. Et GDB, lui, il a besoin des symboles de debug. Donc pour installer les symboles de debug, si vous avez installé PHP avec les PPA sur Ubuntu, et d'ailleurs même si vous ne l'avez pas fait sans les PPA mais avec APT, vous avez les paquets PHP le package -dbgsim. Et pour toutes les infos supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur le wiki du PPA qui indique plusieurs choses. Si vous l'avez fait en compilant les sources de PHP, si vous l'avez installé en compilant les sources de PHP, vous pouvez utiliser le flag enable debug. Et si vous utilisez Docker, ce n'est pas du tout géré par l'image officielle. Il va falloir copier-coller entièrement l'image officielle et rajouter le flag enable debug. Il faut noter quand même que l'image officielle supprime les symboles. Donc quand vous copiez-collez l'image officielle, n'oubliez pas de supprimer la ligne qui supprime les symboles. Ensuite, il suffit de lancer votre script avec GDB et PHP. Donc là, je lance le script et je spécifie à GDB que je veux lancer avec des arguments, d'où le --args, et je mets mon script. Ce qui se passe, c'est que GDB va lancer le script, ça va crasher, et il va vous ouvrir un invite de commande GDB. Donc c'est à partir de là où vous allez pouvoir commencer à travailler. Sauf que si vous utilisez la backtrace de GDB, vous allez avoir des fichiers C. Avec un peu de chance, vous avez installé les sources, donc il va pouvoir se retrouver dans les fichiers C. Si vous n'avez pas installé les sources, il va juste vous dire qu'il ne trouve pas les sources et du coup vous allez avoir un problème. Mais dans tous les cas, ça ne va pas vous aider. Donc on a un petit outil, du moins un GDB init, un script qui est fourni par l'équipe de PHP. Vous pouvez aller le télécharger sur le repo GitHub du projet PHP. Ce script, quand vous le sourcez dans le contexte de GDB, il va vous ajouter des petites fonctions, et notamment la fonction zbacktrace qui va vous permettre de sortir une backtrace de ce qui s'est passé avant le segfault. Hyper pratique. Et là, du coup, dans l'exemple, on voit bien qu'on a une boucle infinie en fait sur le 12. Bon, là, je vous l'ai coupée, elle est évidemment hyper longue, mais on voit qu'on boucle sur la ligne 12. Et juste avant la boucle, on est sur la ligne 27. Qu'est-ce qui se passe à la ligne 27? En réalité, on a un clone, et c'est une erreur qui est assez connue, c'est une récursivité infinie sur les clones. Et là, on voit très bien dans ce bout de code qu'on a des trucs très bizarres sur le clone, on va pouvoir régler ça. Il est bon de savoir que ce genre d'erreur,
de récursivité infinie avec PHP, si vous avez Xdebug, vous allez avoir plutôt une erreur maximum nesting level reached. Et du coup, vous n'allez pas avoir de segfault, mais une erreur beaucoup plus compréhensible humainement. Donc la première chose à faire, si vous avez une segfault, installez Xdebug, ça peut vous sauver. Mais tous les cas ne sont pas gérés par Xdebug. Si vous utilisez PHP FPM, on va dire c'est un peu plus le monde réel, ça va être un peu plus compliqué parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas lancer facilement FPM avec GDB. Bien que si vous avez l'occasion de lancer PHP en mode serveur avec l'option "-s", vous allez pouvoir quand même débugger avec GDB. Donc le principe, ça va être de générer un fichier core dump. Qu'est-ce qu'un fichier core dump? Un fichier core dump, c'est quelque chose qui va permettre de rejouer intégralement l'exécution qui s'est produite avant le segfault. Mais pour ça, on a besoin de configurer l'OS. Pour configurer l'OS, il faut savoir qu'on a besoin de spécifier la taille maximum des core dumps, donc qui est configurée à 0 par défaut, et l'endroit où on veut dumper, où on veut placer le core dump. L'endroit où on veut placer le core dump, c'est une option du kernel. Donc pour les utilisateurs de Docker, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir tricher un petit peu en lançant un Docker en mode privilégié. Mais par contre, vu que c'est une option du kernel, il est partagé sur tous les Dockers. Donc une fois que vous l'avez modifié, vous n'avez plus besoin de le modifier. Alors c'est un peu compliqué sur Mac, parce que Mac, évidemment, on est obligé de lancer un Docker pour pouvoir modifier cette valeur. Mais sinon, quand on est sur un Linux, vu que le kernel est partagé avec Docker, on peut modifier directement et on n'a pas de problème. Pour ce qui est des ulimits, donc la taille du core dump, là, il va falloir par contre utiliser une option de Docker. Le petit dernier truc, c'est qu'il faut modifier la configuration de FPM. Donc on a le R-limit core à modifier, et donc on le spécifie en unlimited, par exemple. Les core dumps, ça peut prendre beaucoup d'espace, je vous conseille de mettre unlimited systématiquement. Et après, on fait crasher PHP. Là, c'est le petit moment fun. On a une PHP qui crash, on a notre core dump qui apparaît à l'endroit où on a spécifié qu'on voulait qu'il apparaisse, et il ne nous reste plus qu'à rejouer le core dump. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, on utilise GDB, on spécifie le binaire de PHP, et là, ce coup-ci, on met le core dump en deuxième paramètre, et boum, on se retrouve dans l'interpréteur de GDB, et ça fonctionne comme tout à l'heure, je vous ai décrit. Voilà, c'est la fin. Si vous voulez retrouver plus d'informations sur les segfaults, il y a un article sur le blog de Big. Et bon courage. Bonjour, Cyril. Moi, je vous présente quand la musique est bonne. Non, je me suis trompé. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, je m'appelle Cyril. Je travaille chez Colisée.fr, qui est une place de marché dans le secteur du sport. Je suis accessoirement un ancien bénévole de la FUP. On a toujours besoin de bénévoles à la FUP. Enfin, ils ont toujours besoin de bénévoles à la FUP. Donc quand la musique est bonne, parce qu'en fait à la base le titre c'était plutôt PHP 5.4 et FFI, un exemple pratique avec Devus et AVCRP, je me suis dit que c'était pas très explicite. Alors je vais essayer d'expliciter un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent FFI, qui savent ce que c'est? Moi je vais expliquer ce que c'est. Alors FFI, ce sont en gros, c'est une nouvelle extension de PHP 7.4 qui permet d'appeler du code C, on va dire, ou en tout cas un binaire qui est déjà installé sur la machine et de pouvoir appeler des fonctions qui sont dedans. Donc ça permet de faire tourner un émulateur Game Boy, enfin des trucs fun, quoi, d'appeler du code Java, voilà, ce genre de trucs, ou d'appeler la bibliothèque Debus. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Debus ? Un peu plus, bon, je vais quand même expliquer quand même vachement ce que c'est. En gros, c'est un bus où il y a des événements, et puis il y a des gens qui écoutent les événements, et puis qui font des trucs avec, quoi. Et AVCRP, je ne vais pas poser la question, parce que je pense que je ne veux pas... en gros, c'est le protocole de communication quand vous branchez votre téléphone sur une enceinte Bluetooth. Voilà, en gros, ça passe par là, ça permet de faire passer des messages sur le volume, sur quelle est la musique, sur précédent, suivant, etc. etc. Voilà, donc moi j'ai un très bel iPhone d'une marque Apple, parce qu'il n'y a que qui font ça. Et j'ai Apple Music, et en fait Apple Music c'est bien, mais ça ne marche pas sur mon ordi. Donc c'est un peu pénible, donc du coup j'utilise ce que je vous ai montré là, tout ce que je vous ai expliqué avant, pour écouter la musique sur mon téléphone. Écouter la musique de mon téléphone sur l'ordi. À quoi ça sert de l'écouter sur l'ordi? Comme ça j'ai les clics-clics de Slack et les trucs comme ça, donc je peux être plus dérangé que si j'écoute que ma musique.
Alors normalement il devrait se connecter, mais comme il y a un effet démo, ça ne devrait pas marcher. Ah si, ça a l'air d'être bon. Je sais pas s'il y a quelque chose qui est apparu en bas à droite, non? Bon, bref. Du coup, je peux lancer la musique avec mon ordi, comme ça quand il y a quelqu'un qui me parle, bah, c'est pratique, je peux dire attends, faut que j'enlève mes écouteurs. Bon alors vous entendez rien, j'en suis vraiment désolé, mais ça va être un peu compliqué de faire marcher ça en 5 minutes. J'étais sur quoi là? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah oui, je peux regarder là, c'est ça? Ah ouais, c'est pratique. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Ça, c'est le fichier, donc c'est la manière dont on va déclarer ce à quoi on a accès avec FFI. Donc en fait, c'est un fichier header-c, voilà, où en gros, je copie-colle en gros la bibliothèque des bus pour lui dire, bah, en fait, la bibliothèque des bus, il y a ces symboles-là, c'est comme ça qu'elle marche. Donc moi, quand je veux appeler, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Voilà, et après, je charge tout ça et ça va me créer une variable FFI en fait qui va intégrer toutes les fonctions que j'ai pu déclarer. Puis après, je vais appeler ces fonctions-là. Hop, et voilà. Et donc, bah voilà. Bah, du coup, ça me permet de régler le volume quand je change le volume ici. Si je me plais, c'est mieux. Quand je change le volume, bah voilà, du coup, ça me permet de changer du volume. Quand je change la track, ça peut m'afficher ah tiens, c'est tel track. Maintenant, tu as changé tout ça, etc. C'est dommage que vous n'entendiez pas la musique, c'est super. Voilà. Et donc, comme ça permet d'accéder à tout ce qui est C et à tous les symboles, ça permet de faire un peu tout ce qu'on veut. Il faut que je retourne. Hop. Bon, en fait, ça se permet surtout de faire n'importe quoi, en fait. Alors, je vais essayer de vous montrer qu'on veut vraiment faire n'importe quoi. Voilà. Bah, comme on a accès à tout ce qui est C, on peut aussi accéder à des exécutables, par exemple PHP, par exemple, avoir accès aux symboles internes qui sont en train de tourner dans PHP, tout ça, etc., pour changer des trucs, quoi. Donc là, j'exécute 6 fois une fonction qui va me renvoyer une valeur random avec PHP 7.3 qui n'a pas FFI, donc mon programme ne s'est pas chargé. Mais par contre, si j'exécute le même programme avec FFI, mes valeurs random sont plus vraiment random, quoi. Donc là, j'ai overridé la fonction randomInt pour qu'elle renvoie à chaque fois la valeur maximale que je lui passe en paramètre. Donc c'est plus trop aléatoire, donc il y a de quoi faire des bonnes blagues. Hein. Il y a surtout de quoi faire des bonnes blagues si on surcharge des fonctions comme, je sais pas moi, password verify, ça peut être sympa ça aussi. Comme ça nous permet de récupérer toute la stack, tout ça, etc. Voilà, bon, j'ai fini. Mais j'avais une dernière slide. Voilà. Et ce que j'ai écouté, c'était ça, mais vous pouvez écouter, c'est super. Voilà, merci. Bonjour, alors moi je vais vous faire un petit talk, hop, excusez-moi, je vous balance les slides, voilà. Les XSS c'est pas dangereux, je prends le contrôle de votre webcam avec BIF. Alors je vais essayer, parce que j'ai peur de l'effet démo, mais dans tous les cas on peut vous montrer des choses sympas, mais avant ça, je voulais dire, la raison pour laquelle je vous propose ce talk, c'est qu'en fait parfois on a une vision un peu naïve de la XSS, on se dit ah l'XSS c'est pas bien grave, c'est rigolo, c'est juste pour mettre des petits scripts et puis faire des alertes. Alors si vous avez vu la conf de Paul tout à l'heure, vous savez que c'est faux, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, je vais essayer de vous démontrer le contraire, les XSS c'est très dangereux, et pour ceci, je vais utiliser le BIF, le Browser Exploitation Framework Project, qui est tout simplement un framework qui va permettre d'exploiter des XSS et faire des choses horribles avec des XSS. Alors, je vous explique le setup. Ici, j'ai un Firefox qui va jouer la victime. Donc, on est tout simplement sur la page de démo de BIF. Et ici, je suis dans l'administrateur panel de BIF. Donc là, on peut voir en haut à gauche, ah c'est bon, ma victime est là. Grâce à une XSS qui était sur la page de démo, j'avais installé BIF dessus, donc du coup ma victime est ici, je vais pouvoir m'amuser avec elle. Donc déjà BIF a collecté plein d'infos, mais ce qui va être rigolo, ça va être dans l'onglet commandes. Alors il y a plein de choses, tout ça ce sont des commandes qu'on va pouvoir lancer pour faire des choses, récupérer des accès, essayer de voler des choses. On ne pourra pas tout montrer aujourd'hui, donc je vais vous montrer mes 3 préférés. La première, donc imaginons ceci est une page d'un marchand, il y avait une XSS, quelqu'un a installé BIF, donc c'est vous la victime, vous baladez, tout va bien. Et là,
l'attaquant vous a repéré, et du coup, il va vous pousser ça. Pouf! Oh, ben, il y a une modale qui arrive. Oh, c'est Facebook, ma session, un timeout. Ça a l'air tout à fait legit, hein, c'est le design Facebook et tout. Donc moi, je suis un utilisateur simple, j'ai confiance. Je mets là mon login, mon mot de passe. Et voilà, on a récupéré un login et un mot de passe. C'est pas grand-chose, hein, une petite modale, un peu de CSS, et puis voilà, ça peut marcher. Dans le même genre, on va pouvoir pousser aussi ça. Hop. Oh, ben, je suis sur le site et Firefox me dit que je devrais vraiment installer ce plugin pour bénéficier au maximum de l'expérience du site. Donc je vais le faire, hein, je vais cliquer, je vais installer, puis je vais mettre un virus. Donc elles ne sont pas forcément techniquement incroyables, mais c'est pour montrer qu'une petite XSS, avec un peu d'inventivité, on peut pousser les gens à installer des choses horribles, et puis voilà. Et alors du coup, le talk parlait de la webcam. Donc je vais essayer maintenant de prendre le contrôle de ma propre webcam. Attention, j'ai une prise de risque, ça ne marche pas tout le temps, c'est pas le truc le plus stable du monde. Alors d'abord, j'ai reset ma victime. Alors je lance une première fois, Toom. Il se base sur Adobe Flash, donc oui, ça date un peu, mais je vais dire, oui, ben, donc le site me dit j'ai besoin de Flash pour fonctionner. Vendu, j'accepte. Alors, touk. Je regarde l'output. Alors je vais le relancer, ça c'est généralement quand il plante. Une deuxième fois. Ah. Alors, très important, Flash me demande l'autorisation d'accéder à la webcam. J'accepte. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais ma webcam s'est allumée. Et j'espère très fortement que... Et voilà. Donc, pour conclure, 3 éléments. Donc, l'XSS, j'espère que je vous ai convaincu que c'est très dangereux et qu'il faut s'en méfier, même si ça ne permet pas d'accéder à database, on peut faire des choses horribles. Néanmoins, on l'a vu, il y a une petite notif qui m'a dit attention, on essaie d'accéder à la webcam. Ça, c'est parce que je suis sur un browser récent. C'est un Firefox dernière version. On aurait été sur un vieux browser, on n'aurait peut-être pas eu cette protection. Ceci dit, vous avez vu que même si votre browser vous protège contre tout un tas d'attaques malicieuses, avec un peu de blabla, de marketing, de CSS, on peut se faire passer pour Google, pour Facebook, il y a même un truc pour l'espace, et du coup obtenir de l'utilisateur qui clique au mauvais endroit et qui vous donne ses datas. Merci à tous. Et bonsoir à tous. Et moi aussi, je vais faire une démo, moi aussi, je vais prendre des risques. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui me prend pas mal de temps en ce moment. Mais d'abord, je vais vous poser une question à vous, à savoir, qu'est-ce que vous faites, vous, avec PHP, vous? Okay, vous faites peut-être des sites web. Ok, très bien. Vous faites peut-être des API, voire même des applications en ligne de commande. Et tout ça, c'est très passionnant. J'en fais aussi beaucoup, mais moi, ce n'est pas ce qui me fait rêver. Moi, quand j'ai commencé la programmation, et puis aujourd'hui maintenant, sur mon temps libre, ce que j'aimerais faire, c'est des logiciels. Donc pourquoi ne pas faire des logiciels pour, par exemple, faire de la musique, pour avoir des interfaces graphiques, pour faire de la data, enfin, pour faire des jeux vidéo, bien sûr, et pourquoi ne pas faire ça en PHP? Alors, mais non, mais PHP, c'est pas fait pour ça, voyons, PHP, c'est côté serveur, c'est pour faire du web et rien d'autre. Alors peut-être qu'on ne voit pas PHP de la même façon. Pour moi, PHP, c'est un langage. Et un langage, ça fait ce que son moteur lui permet de faire. Et on a de la chance, le moteur de PHP, lui, est extensible, à savoir que vous pouvez facilement ajouter des extensions et donc augmenter les capacités. Et puis, le moteur de PHP, c'est du C. Et des librairies en C, il en existe plein. Je vais vous parler d'une librairie C, justement, la SDL, qui est une librairie assez connue pour la manipulation graphique. Donc ça vous permet de créer une fenêtre, interagir avec elle, afficher des images, etc. Et il se trouve qu'il y a une petite extension PHP qui existe pour manipuler la SDL via PHP. Ça a été fait il y a quelques années par Rémi Collet et Santiago Lizardo. Et je vous montre rapidement comment on peut l'utiliser. Donc, initialisation, donc il y a une fonction SDL init. On crée une fenêtre qui correspond vraiment à la fenêtre comme vous avez dans une application standard. Et un renderer qui est l'objet qui va nous permettre de faire du rendu dans cette fenêtre. Ok, c'était le premier élément. Et le deuxième, c'est une event loop. Une event loop, parce que un logiciel, c'est un peu de la synchrone, etc. On en parlera demain si vous êtes curieux. Donc voilà, le minimum, while true, je pôle les événements pour qu'il puisse redessiner la fenêtre comme il veut. J'attends un peu pour ne pas surcharger le CPU. Et boum, hello world. Ok, c'était l'étape 1. Là, on a un écran noir, on n'a rien dessiné. Pour dessiner, un truc très pratique avec la SDL, c'est qu'on peut dessiner des textures. Une texture, c'est une image que je charge en mémoire dans la SDL.
Donc là, je charge un fichier spaceship, je crée une texture, ok, et dans ma boucle de rendu, je fais un truc pas optimisé, mais je l'affiche à chaque fois. À chaque fois, je l'affiche à un endroit particulier. Voilà, je peux afficher une portion à un endroit précis du texte. Et là, boum, un spaceship en PHP dans une fenêtre. Et là, ça envoie du lourd. Il me reste une dernière opération pour pouvoir faire des choses un peu plus sympas, c'est de pouvoir gérer les inputs. Et donc, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. On peut même gérer des joysticks. On fait un switch en fonction du type d'événement. Et en fonction de ça, on bouge la souris, on bouge ce qu'on veut, on bouge nos images, on fait ce qu'on veut. Des petits exemples, j'ai 3 petits exemples à vous montrer de petites folies que j'ai fait. Donc PHP Sokoban, je ne sais jamais comment le prononcer, c'est un Sokoban-like. Okay. Donc j'ai récupéré des textures à gauche, à droite, et puis j'ai écrit toute ma logique de jeu en PHP. Ça tombe bien, j'en fais tous les jours, je sais comment ça marche. Et puis j'ai juste fait affiche-moi telle texture ici, ici, ici. Et puis ça marche. Ça marche et c'est rigolo. Un autre essai où je me suis dit, ok, maintenant je vais faire level up grave. Je vais reproduire tout un jeu en entier. Alors, je me suis arrêté là. Parce que ça a l'air d'un jeu tout simple, il a été fait il y a 30 ans, mais en fait, c'est assez compliqué. En gros, ce qui paraît tout simple, mais qui est super dur, c'est le moteur de collision. Voilà, j'ai passé du temps à faire ça, déjà pour pas qu'il passe à travers les briques, et je me suis arrêté là. Un autre projet, le dernier que je vous présente, sur lequel j'ai passé pas mal de temps, et surtout pour cette présentation, c'est une librairie qui s'appelle PHPresent, qui permet de faire des applications pour faire des slides. Et là, vous commencez à capter Inception. Cette application, c'est du PHP. C'est un slide fait en PHP. Merci. Donc, c'est exactement comme Reveal.js, mais en PHP. Donc, c'en est à ses tout débuts. J'ai un peu fait le rush pour que ça tourne aujourd'hui. Mais donc, voilà l'idée. Vous avez vu les gifs. Faire des gifs, on peut faire tout ce qu'on veut. Ensuite, c'est du temps à y passer, quoi. Alors, je vais enlever mon mode debug. Hop. Et donc, il y a un repo qui sert d'exemple pour savoir un peu comment faire. Question très légitime. Pourquoi? Mais au fond, pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de donner une raison? C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait se poser d'autres questions. C'est fun. Ce n'est pas sale. Et puis, voilà. Donc, je vous repose la question. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, en PHP? Vous, je ne sais pas, mais moi, je m'éclate. Merci.